mais moi, j'ai déjà été beaucoup plus à gauche. J'ai déjà vécu ça dans ma jeunesse. Je suis sensible quand même à cette façon de voir le monde. Je la méprise pas. Et j'ai de la difficulté, moi, à condamner des gestes d'éclat commis par des écologistes. J'ai un petit peu de difficulté à le faire. J'ai pas cette tolérance-là. Mais ça dépend de quoi on parle. Ouais. Par exemple, quand on garochait de la peinture sur des œuvres d'art, je ne comprenais même pas le principe. C'est-à-dire, je ne comprends pas le principe, je ne vais pas le défendre, le principe, je trouvais ça nono. Ouais, bloquer un pont, sincèrement, quand c'est arrivé, la journée même, j'ai voulu parler à ces gens-là, puis j'ai voulu les écouter puis comprendre. Puis je me disais, si dans 30 ans, effectivement, les prédictions s'avèrent, j'aimerais pas ça me regarder dans les yeux. Être la personne qui, il y a 30 ans, faisait juste condamner du monde qui dérangeait du monde. T'sais, je trouve que c'est peut-être un peu court, c'est-à-dire... Mais non, moi, je pense que je comprends ce que tu veux dire sur le fond. Sur le fond, je suis d'accord sur la lutte pour l'écologie, sur la lutte sur les changements climatiques. Moi, je suis stressée de ça. Ça me préoccupe. Mais ces coups d'éclat-là, c'est comme un show de boucan. Ça fait juste emmerder les gens. Ça devient contre-productif. Et c'est pas parce que tu te drapes dans la vertu d'une cause que tu as le droit de faire n'importe quoi au nom de ta cause. Parce qu'à ce stade-là, tu vas jusqu'où? C'est quoi ta limite? Parce que ta cause est juste, tu te permets tout? Non. Pour moi, il y a quand même des limites. Puis même chose... je trouve que souvent, on fait une sorte de procès. Si tu es contre la méthode, c'est que tu es contre la cause. Non, je suis pour la cause, mais j'aime pas cette façon de faire. Je trouve que c'est la mauvaise cible. Tu parles de bloquer le pont. OK, c'est bien spectaculaire, mais bloquer le pont, il y a du monde qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux importants, qui s'en vont pour se faire soigner, pour leur chimiothérapie. Il y en a... pour 1001 raisons, c'est important. Tu es en train d'entraver cette possibilité-là. Et tu le fais beaucoup, je trouve, pour l'ego. Puis en même temps, pourquoi tu dis ça? Ben oui, parce que tu penses à l'histoire. Jacob, il n'avait pas l'air d'un gars particulièrement narcissique ou de... Ça, c'est un procès d'intention, là. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on le fait, il est très sympathique, puis d'ailleurs, lui-même dit qu'il ne le referait pas nécessairement. Il y avait il va pas dire en ondes qu'il le referait. Là, ça, je peux Non, mais il y avait quand même cette réflexion-là. Puis je veux pas faire de... Comme je dis, je veux pas faire de procès d'intention. Tu m'as posé en premier la question si j'étais pour ou pas là-dessus. Moi, je te dis que je trouve pas que c'est la bonne façon d'aller voler dans les magasins. Quand même que tu vas même dans des boutiques qui sont dites plus luxueuses ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ont plus d'argent, qui contribuent aussi, qui payent plus d'impôts, qui donnent plus, qui font vivre ces commerces-là. Tu vas aller dans des restaurants, tu dépenses plus d'argent dans les restaurants, tu fais vivre aussi. Il y a des serveurs, il y a une business. Donc, ça prend aussi des gens qui peuvent dépenser de l'argent. Quelque part, tant mieux. Mais tu sais, si les gens ont faim, moi, je suis sensible. Honnêtement, je suis sensible à ça. Moi aussi, mais c'est pas d'aller voler. Il faut faire, à ce moment-là, plus de banques alimentaires. Il faut mettre de la pression sur les politiciens pour changer des choses. Et ça, c'est pas déjà fait? Ça semble pas fonctionner. Ça fonctionne. Et les gens, quand t'as faim, t'as faim. Fait que c'est une bonne... Non, mais quand t'as faim, t'attends pas après la banque alimentaire. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faudrait qu'on ouvre au coin de ta rue. Ça, tu me fais un procès d'intention. Comme si j'avais pas de sensibilité pour les gens qui ont faim. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé avec Jacob tantôt. J'ai dit, regarde, les gens qui ont faim, je fais pas le même constat. Quelqu'un, par exemple, qui est désespéré, puis j'encourage pas ça, là. C'est pas ça que je dis. Quelqu'un qui va aller, mettons, qui a volé un casseau de lait dans un dépanneur parce qu'il a faim, je fais pas ça qu'une démonstration de on est des Robins des Bois, puis on va aller chez Mamie Clafoutis, la petite boulangerie, parce que nous sommes les justiciers de... Non, ça, c'est du show. Quelqu'un qui a faim pour vrai, je ne vais pas être je suis la première à vouloir l'aider, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je fais tu me parles de le mode opératoire de l'écologie, de ces coups d'éclat, d'aller dans des musées puis de pitcher la peinture, de bloquer des ponts. Non, ça, c'est con. Ça, c'est je trouve que la peinture, c'est contre-productif. Au final, même les gens se détournent de la cause. Mais ça, c'est mon avis. Je ne dis pas, regarde, on peut être pour ou contre. Je dis juste, j'ai l'impression que c'est contre-productif. On va pas voler ensemble ce soir. C'est peut-être... Puis Alexandre Moranville-Ouellette est là. Coucou. Moi, je pense que c'est toujours ça parce que tu as besoin de faire un geste d'éclat. Tu as besoin pour attirer l'attention à un point où tout le monde a entendu les arguments des écologistes 1 million de fois, mais il n'y a rien qui est capable de mettre le feu assez proche des fesses des gens pour les faire bouger. Ça te prend un geste d'éclat, mais qui fait
pas non plus trop suer la masse des gens. Là-dessus, Mais moi, c'est je ça, il y a suis d'accord avec toi que tu veux Oui. pas les détourner de ta cause. T'as des mais gestes d'éclat. qu'est-ce que tu fais? T'sais? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? La porno environnementale, moi, je trouve ça malade. Hein? Bon, Sex sells, ils l'ont toujours dit. Moi, je trouve ça marchera pas fantastique. pantoute, là. C'est niaiseux, cette affaire-là, ça marchera pas Hey, du tout. Là. hey, Non, mais soyez, on trouve ça comique, là, mais ça marchera pas pantoute. mais Mais ça a niaiserie, plus là. marché de bloquer le pont? Ben, c'est ça. C'est quoi marcher? C'est quoi qui C'est fonctionne? Mettons, est-ce qu'il aurait pu accrocher, puis là, je sais pas si ça fait fermer le pont. Là. Je sais que n'importe qui grimpe dessus, théoriquement, fait ça, mais mettons, il était monté pendant la nuit, mettre une énorme banderole ou un gros symbole ou quelque chose de même. Tu sais, les gens peuvent continuer à circuler, Ouais. puis ça. J'ai tendance à croire que l'entre-deux existe. On ne l'a pas trouvé encore. Puis en attendant, il y a des gens qui deviennent désespérés. Oui, c'est ça. Puis ça, cette détresse-là, ça, j'ai de l'empathie. C'est-à-dire Ouais. que, tu sais, quand on parle d'une génération éco-anxieuse et tout ça, je pense qu'il faut vraiment se préoccuper de ça parce que, tu l'as dit, il y a des gestes désespérés. Puis moi, j'ai l'impression que quand on arrive dans des gestes désespérés, ben ça ouvre la porte à tout. Ça ouvre la porte à la violence, ça ouvre la porte... Tu sais, le fanatisme, tu peux l'avoir dans tout. Puis moi, c'est surtout ça, je me méfie de ça. Puis, tu sais, je peux avoir tort, je dis pas que j'ai raison Non, sur mais- tout, tu sais, mais je pense que le fanatisme, qu'il soit le fanatisme religieux, le fanatisme écologique, ça peut te faire des gestes irréparables. Ouais. Bon, es-tu prêt à nous insoliter ça? Ouais, je vais vous insoliter ça, mais je commence avec une nouvelle qui est pas, mon Dieu, très, très réjouissante, mais insolite, ça l'est vraiment. C'est un couple en ce moment qui habite au Michigan, qui viennent tout juste d'être accusés du meurtre au 2e degré de leur propre fils, dans une histoire qui dure depuis des mois, là, que ça traîne d'après le décès mystérieux d'un jeune homme qui s'appelle Casper O'Brien. Je dis jeune homme, 7 ans, un petit garçon de 7 ans qui est décédé. Là, en novembre dernier, la police débarque, les services d'urgence parce qu'il y a de la misère à respirer. Et là, on trouve cet enfant-là qui est absolument anormal comme physique. 4 pieds 2, taille normale pour un petit gars de 7 ans. Il me pesait 255 livres, ce petit garçon-là. Fait que le terme obèse, morbide, s'applique même plus là, à ce point-là. C'est complètement dépassé. Quel âge, excuse-moi, là? 7 ans. 7 ans. 7 ans, 255 livres. Là. C'est plus lourd que moi, je fais 6 pieds 3, j'ai 30 ans. Non, là, On a-tu une photo ou... non, puis je ne mettrai pas de Ouais. photo d'un petit garçon de 7 ans comme ça. Lui qui, à ce moment-là, est amené en arrêt cardio-respiratoire, décède à l'hôpital. Et là, ce qu'on vient de déterminer, c'est que c'est évidemment son mode de vie poussé par ses parents qui fait en sorte qu'il est décédé parce que lui a fait là, une espèce dans son cœur élargi, là, de la cardiomyopathie. C'est ça qui a fini par le tuer parce que tout ce qu'il mangeait, c'était des frites puis des chips. OK? Ce petit garçon-là, littéralement, pour arriver à ce poids-là, il y avait eu des médecins qui avaient consulté en 2024 qui avaient dit là, vous allez voir un endocrinologiste, c'est peut-être quelque chose lié aux glandes, aux hormones. Puis les parents ne l'ont jamais amené, ils l'ont retiré de l'école. Puis évidemment, là, il était à la maison tout le temps, ce petit gars-là, et il est décédé. Pour vous donner une idée, là, l'indice de masse corporelle, c'est pas parfait, là, l'IMC. Lui avait un IMC, là, son âge, c'est supposé être autour de 16, à peu près que toi. Lui est à 71,7. Oh. Et donc, il est décédé. Et là, ce que les autorités ont découvert, c'est que sa petite sœur de 5 ans est elle aussi obèse, morbide, complètement. Et là, ils s'inquiétaient bien sûr pour la sécurité de la petite. Ils se sont rendus compte que les parents, ils prenaient pas soin d'eux autres, les laissaient traîner dans la maison, leur donnaient juste de la scrap à manger. Ça fait en sorte qu'ils sont devenus extrêmement obèses, puis ça a tué un petit gars de 7 ans, d'être trop obèse. Bref, histoire complètement folle. J'ai hâte de voir le reste du procès parce que la preuve va être étrange. Là, c'est comme de la négligence parentale extrême. Ayant mais... conduit à la mort. Exact. D'engraisser à l'infini ton enfant, est-ce que ça finit par le tuer? C'est vraiment, vraiment bizarre, cette histoire-là. Bon. On va aller vers quelque chose d'un peu plus réjouissant. S'il vous plaît. Un record qui a été battu dans un hôpital de l'Ohio, un hôpital d'ailleurs qui a le nom étrange de Miami Valley Hospital, et qui a un département évidemment assez bien garni d'infirmières qui vont aider avec les naissances. C'est l'unité prénatale là-bas. C'est très actif. Il y a beaucoup de gens qui naissent en Ohio. Et là, on a comme nouveau record, il y a 17 infirmières qui sont enceintes en même temps du même département. OK? C'est drôle. Puis il y avait un record avant. C'était déjà arrivé que 11 femmes avaient été enceintes en même temps, mais là, c'est 17 infirmières. Il y en a 15 d'ailleurs sur la photo que je vous montre ici sur Cube Télé qui ont pris une photo toutes ensemble. Incroyable. Ouais, ils sont toutes dans leur uniforme d'infirmière. Ils ont toutes leur bédaine à divers stades de grossesse. Et ce qui est drôle, c'est que là-dedans, comme il y en a qui leur grossesse est plus avancée, d'autres moins, ils vont, pour quelques-unes,
aider à faire sortir le bébé à accoucher de leurs propres collègues. En même temps, tu as tout un département, les infirmières vont toutes partir en congé de maternité. J'espère que l'hôpital pense à ça aussi. Ben oui, mais le truc, c'est qu'on est aux États-Unis. Puis là, avant que j'entende des gens qui se mettent à dire « Ouais, tout aux États, tout fonctionne bien. » là, tu sais, oui, ils ont comme 200 infirmières dans ce département-là. Le roulement va bien, puis tout. Rappelez-vous que ça coûte de l'argent, coucher aux États-Unis puis aller à l'hôpital. Bref, dans un système de santé privé, ils n'auront pas de problème de roulement de personnel, même si ça peut coûter cher. Mais je trouvais ça mignon de voir toutes les infirmières les unes à côté des autres comme ça, battre ce record de grossesse. Maintenant, j'arrive à une question philosophique. À Myrtle Beach, aux États-Unis, il y a un homme du nom de Sak Yang Jun Tak qui a acheté un restaurant. Nul autre. Répète-moi ça. Sak Yang Jun Twek, Oh, yeah. qui a acheté un restaurant l'an passé à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, un resto de cuisine thaïlandaise, comme le dit son nom. Lui installe tout ça, il a repris ça, c'est proche de la plage, tout va bien se passer pour lui. Puis là, il y a un incendie dans un des commerces à côté, ça coupe toute l'électricité, fait qu'il est pas capable de faire son ouverture. Et en attendant, il dit bon, on va faire un ménage de tout ce qu'il y avait. Là. C'est un resto quand même vaste. Il se met à nettoyer les fonds d'armoire de cuisine puis tout le kit. Il trouve une liasse de billets dans le fond d'un tiroir de cuisine, 10 000 $ en argent comptant roulé, là, une belle grosse liasse de billets. Il a décidé de l'ordonner à l'ancien proprio du resto. Pouvez-vous croire? Il a réussi à le retrouver, trouver son numéro, il l'a appelé, il a dit « Monsieur, je pense que c'est à vous ». Et là, évidemment, sur les réseaux sociaux, là, l'ancien proprio a partagé l'histoire. Tout le monde s'est mis à encenser monsieur. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui disaient « Hey, le tata, garde donc ça pour toi. » Moi, je pose la question. Vous trouvez 10 000 $, mettons, dans une maison que vous achetez à quelqu'un. Faites quoi? Mais oui, mais là... Calme, oui. Est-ce que tu le gardes? Mais non, mais c'est le voisin il a oublié. Tu sais, la personne peut-être... Ben oui, tu le remets, évidemment. Ouais. Ben oui. Moi aussi. Ben oui. Ouais. Moi aussi. Ça, Ben oui. moi aussi. Non, pour vrai, là. Est-ce que la voix traduit le visage de Rémi en ondes pour nos Moi, auditeurs? je ramène parce que c'est la chose à faire. Ben oui. C'est ça? Ouais. C'est bien de... Est-ce que tu es noble et vertueux aujourd'hui, Jérémy? J'adore ça. Je termine ça sur une petite nouvelle animalière parce qu'on n'a pas le choix dans ces journées-là. C'est un homme, puis on va pouvoir le montrer à l'écran pendant que j'en discute, à Steamboat Springs, au Colorado, qui s'en va pour travailler dans son camion, puis bing! Avec quoi il tombe drette face à face, il y a un ours qui est rentré par la fenêtre en arrière qui était ouverte de sa camionnette, OK? Puis là, monsieur fait le geste que moi je ferais pas, je vous avoue, il sort son sel, puis il commence à filmer, tu sais, l'ours. Mais c'est un tout petit, là. On parle presque d'un bébé ours noir là, qui était à l'intérieur de ce camion-là. Puis pendant de longues minutes, c'est très drôle cette vidéo-là, je vous invite à aller voir là, sur notre site, puis sur Cube Télé. Il tourne tout autour, il cherche toutes sortes de moyens de le faire sortir de son camion. Puis je vous avoue, moi aussi, je savais pas quoi faire. Il cogne dessus, puis il va finir là, à la toute fin par prendre une planche de bois, puis taper assez sur son camion, puis même pousser sur le museau de l'ours jusqu'à ce qu'il prenne très peur, puis qu'il s'enfuit. Dans ce cas-ci, plus de peur que de mal, puis heureusement que par la fenêtre, il y avait juste un ourson qui pouvait rentrer, fitter, parce que si ça avait été la maman ours, il l'aurait peut-être trouvé pas mal moins drôle. Merci, Alexandre. Merci, Alex. Avec plaisir.